c'est la fin des limites. Or, en tout cas dans la tradition occidentale, ou une version de cette tradition, il n'y a ni société, ni communauté, ni, entre guillemets, civilisation, sans l'érection, ici et là, d'un certain nombre de limites, ou si vous voulez, de tabous. La fonction du capitalisme a toujours été de, si vous me permettez le terme, de détabouiser l'existant. C'est-à-dire de rendre les digues qu'on a passé des siècles à instaurer, par exemple, entre la personne humaine et la chose, ou l'objet, parce que ce n'est pas la même chose, comme le rappelait Loust. C'est, par exemple, le tabou de l'inceste, c'est le tabou du meurtre. Et en fait, le capitalisme a essayé de détruire cette digue. Il y est plus ou moins parvenu au moment de la traite des esclaves, la vente des esclaves nègres aux États-Unis, lorsque, probablement pour la première fois, en tout cas dans l'ère moderne, l'homme, l'humain et la chose ont été convertis l'un entre l'autre. Et donc, par la suite, les sociétés modernes ont été capables de maintenir certaines de ces digues. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une période au cours de laquelle, de nouveau, le capitalisme se remet en marche à la conquête en vue de la suppression de ces oppositions inaugurales sans lesquelles il n'y a ni société, ni communauté, ni civilisation, ni l'humain en tant que tel. Je ne parle même pas des objets. Deuxième chose, alors, cet effort pour abolir les limites est en train d'ouvrir non sur un quelconque miracle, en dépit de tout ce que nous racontent les nouveaux évangélistes, qu'il s'agisse des évangélistes dont parlait Françoise, l'économie néolibérale, ou de ceux qui ont porté au pouvoir Bolsonaro au Brésil. Pas de miracle, mais ça ouvre, c'est en train d'ouvrir sur tout ce qui présente les traits de l'impossible et d'un irrépressible besoin de remythologisation. Moi, ce qui me frappe, c'est la soif de mythologie qui sature nos sociétés. Le retour précipité à ce que, autrefois, on a qualifié de paganisme, l'infatuation, par exemple, avec l'animisme, que l'on retrouve à la fois dans la science-fiction, dans le cinéma contemporain, mais aussi dans la théorie critique contemporaine. Le tournant ontologique qui sévit à la fois en philosophie, mais aussi en anthropologie. Or, comme le rappelait Anna tout à l'heure, la remythologisation n'est pas la même chose que la libération symbolique. C'est deux choses absolument différentes. Et donc cette confusion entre remythologisation et libération me semble typique de l'époque. Et elle me semble relancer les pulsions racistes. L'autre chose, c'est quand même l'accumulation des doutes, mais aussi des peurs. Mais tout le monde a peur aujourd'hui. On ne sait même plus de quoi on a peur. On a peur des gens qui bougent, du vent qui souffle, du petit cri qui vient d'on ne sait où. La peur est devenue une condition, ou est en passe de le devenir. En fait, on n'est pas seulement assagi
assiégé, encerclé par la peur. On est ébloui par la peur. Il y a un désir de peur, de se faire peur. Et je suis sérieux lorsque je le dis. Parce qu'on ne peut pas comprendre, par exemple, le tournant autoritaire des démocraties contemporaines si on ne prend pas au sérieux cette histoire de la peur comme désir. Même chose, le désir de la peur allant de pair avec le désir de l'ennemi. Lorsqu'on n'a pas d'ennemi aujourd'hui, on est malheureux. Donc chacun se fabrique son petit ennemi. Parce qu'avoir un ennemi, ça vous permet de faire des choses que vous ne pouvez pas faire dans la dispensation ancienne. Ça vous permet effectivement de participer à la destruction de toutes ces barrières sans lesquelles nous pensions qu'il n'y avait ni civilisation, ni communauté politique, ni humain en tant que tel. Et cela aussi, je crois fondamentalement, en tout cas à partir de l'exemple sud-africain, cela alimente les pulsions racistes. Alors, il y avait, il n'y a pas longtemps, un certain nombre de manières de gérer les peurs, ou en tout cas de leur d'ouvrir des soupapes pour la peur. À partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, une de ces soupapes, je vais en parler, je vais parler de 3, c'était la consommation. Le problème aujourd'hui, c'est que nombreux sont ceux et celles qui, de plus en plus, ne peuvent plus consommer. C'est pas seulement qu'ils ne peuvent plus consommer, ils sont évincés des sphères de la consommation. C'est ce qui nous arrivait, nous là-bas dans les pays pauvres. On voit les marchandises à la télévision. Mais à la télévision, tu ne peux pas toucher la marchandise. Tu ne peux pas la goûter, mais tu la vois. Ça commence à arriver, y compris dans les pays du centre. On est évincé de la consommation ou même on est évincé de la possibilité de s'endetter pour consommer. Donc cette question de la dette devient absolument importante, de la vie à crédit. Pour être citoyen, c'est disposer de la capacité d'accéder au circuit de l'endettement. Une deuxième soupape, c'est la réactivation de la pulsion du sol et du sang. Pourquoi? Parce que la seule manière qui reste pour beaucoup de jouir sans avoir rien à payer, et de jouir gratuitement, sans devoir encourir quelque dette que ce soit, c'est le nanoracisme. Le racisme, c'est vraiment l'espace de démocratisation d'une forme de la jouissance perverse, et on n'a rien à payer pour être raciste. Vous n'avez rien à payer. Vous vous dispensez de toute dette. Vous pouvez le faire, vous n'avez pas besoin de prendre des dettes. Et la troisième soupape, c'est désormais les utopies de la fin qui fleurissent. Un mélange de messianisme apocalyptique, de millénarisme, d'eschatologie qui est recyclé de deux manières. D'un côté par la voie, la filière évangéliste, dans le sens où ces nouvelles églises sont devenues, si Max Weber devait écrire aujourd'hui son livre sur le protestantisme et l'esprit du capitalisme, ce serait l'évangélisme et l'esprit du néolibéralisme. Ce que le protestantisme, les fonctions qu'il remplissait à l'époque, sont aujourd'hui reprises par ces églises à l'ère où, effectivement, le capitalisme lui-même est devenu religieux. Et Walter Benjamin a, de ce point de vue, des fragments du capitalisme en tant que religion qu'il est absolument indispensable que nous religions. Donc ça, c'est la version pseudo-religieuse, mais il y a des versions laïques
qui se décline sur le mode de l'éco-messianisme et du retour actif à des idéologies païennes. Je ne sais pas combien d'entre vous lisent cette littérature sur les lumières obscures, en anglais, Dark Enlightenment. C'est-à-dire ces idéologies qui ont porté au pouvoir des gens comme Trump et d'autres, qui sont théorisées par des gens qui sont lus, organisent des séminaires, qui sont éduqués au Dark Enlightenment. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc, je ne sais pas non plus, je pose la question à Eric, combien d'entre vous ont lu le manifeste du terroriste ou je ne sais pas quoi, qui a assassiné des gens à Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Il faut y jeter un coup d'œil. Vous verrez ce dont je parle. Comment est-ce que, effectivement, l'accélération des pulsions racistes se nourrit d'un certain développement que je suis en train de mettre sur la table. Bon, alors, j'ai parlé du capitalisme. Je voudrais ajouter un tout petit mot, parce que c'est quand même la religion de notre temps. Si vous voulez, il y a une fusion des vieilles religions et de celles-ci qui, jusqu'à un certain moment, étaient considérées comme relevant de la sphère laïque. Il n'y a plus de sphère laïque qui ne soit devenue une sphère religieuse, et le lieu d'instanciation par excellence de cette fusion, c'est le capitalisme, c'est le marché. Le marché du racial, y compris. Mais Hans Bloch, que j'ai cité, avait deux ou trois choses très intéressantes à dire au sujet du capitalisme, je les partager. Je le cite, le capitalisme est passé maître dans l'art de manier ces feux d'artifice qui n'éblouissent pas que les yeux, mais se saisissent aussi des corps et colonisent les désirs et les rêves à travers les plaisirs de la consommation. On vient d'en parler. Du capitalisme, Bloch disait par ailleurs qu'il est ce système dont la propriété est de généraliser le risque. C'est-à-dire, je le cite, d'exposer tout à l'escroquerie. Il ne produit pas seulement de l'aveuglement, mais aussi de la crédulité. Davantage encore, il tue la sagesse. Fin de citation. C'est-à-dire, les sont hostiles à la sagesse. Et il avait des pages absolument brillantes de ce point de vue. Alors, comment est-ce que, la question que l'on peut poser à la suite de Bloch, c'est quelles sont les technologies qui aujourd'hui participent effectivement à tuer la sagesse? Si tel est que le capitalisme tue la sagesse, à travers quelle technologie? Elle ne tue pas seulement la sagesse, elle fabrique aussi des races. Comment, en tuant la sagesse, elle fabrique des races. Voilà la problématisation. Trois technologies. Les technologies du calcul, j'en parlais au début. Les technologies de l'abstraction, j'en ai parlé. Et les technologies de l'illumination. Le monde des images et des écrans. En tant que monde phénoménal par excellence. Et donc, si vous voulez, si nous voulons comprendre quoi que ce soit aux mutations du racisme dans le monde contemporain et dans le monde qui vient, nous ne pourrons pas le faire sans nous pencher sur ces trois technologies, sur ce que ces trois technologies sont en train de faire à l'idée même de l'humain. Vous l'aurez compris, et je vais conclure, moi ce que j'ai trouvé passionnant tout au long de la journée, c'est quand même une question qui a traversé toutes les interventions, chacune à sa manière. Cette question
question, elle est simple. Lorsqu'on la pose en rapport avec les trois technologies que je viens d'énumérer. Quelle est cette question? Pourquoi nous critiquons le racisme? Qu'est-ce qu'il y a derrière la critique? Quel projet? Cette question, c'est celle-ci. Qu'en est-il du vivant? Elle est aussi simple, aussi courte que cela. Que s'est-il passé avec le vivant? Qu'en est-il? À la manière du veilleur qui demande, pose la question, quelle heure est-il? Ou, si vous voulez, pour ceux d'entre vous qui sont versés dans les évangiles, veilleur, où en est la nuit? Je vais décliner ces questions, disons-les, non pas développées, mais les poser d'une autre manière et vous laisser avec ces questions. Et d'abord, où en sommes-nous? Et, pour parler comme Kant, que sommes-nous en droit d'espérer? C'est-à-dire de remettre la question politique de l'espérance dans l'interrogation autour de la race et du racisme. Parce que si nous ne remettons pas la question politique de l'espérance dans la critique du racisme comme dans la critique du reste qui se passe, nous n'aurons pas de projet. Il n'y aura pas de projet, il y aura du ressentiment, il y aura de la rage, il y aura de la colère, il y aura un désir de vengeance. Le désir de vengeance va nous consumer. En tout cas, nous autres, qui héritons d'une histoire du racisme. Et donc, comment articuler une critique du racial et du racisme qui ouvre la porte à l'espérance et qui nous permet de négocier avec le désir pervers que redistribue à la peine le capitalisme contemporain. Je crois que c'est une question importante, à la fois pour la critique et pour les militants. Deuxièmement, en cette ère planétaire, parce que nous ne pouvons plus parler du racial en termes nationaux. C'est terminé ce moment-là. De toute façon, ça n'a jamais été le cas. Aujourd'hui, nous sommes passés du globe au planétaire. Et donc, en cette ère planétaire, y a-t-il quoi que ce soit que nous ayons en commun? Et donc, que nous sommes tenus de partager à part plus ou moins égale. Parce que précisément, nous l'avons en commun. Et que le commun ne peut pas être approprié par un seul. Le commun, par définition, doit se partager. Il n'existe de commun que par le partage. Donc, comment allons-nous partager la planète? Et quand je dis partager la planète, je dis l'habiter, mais aussi nous mouvoir au sein de la planète. Cette question du mouvement, de qui peut être où, de sortir de cette obsession autour des deux questions. Qui êtes-vous et pourquoi êtes-vous ici? Quand allez-vous partir? Pourquoi vous êtes ici? Votre histoire de nom revient à ça. Qui êtes-vous? C'est quoi ce nom? Et donc, le partage de, disons, la question de l'en commun ou du commun, il est temps que nous reprenions cette question. Parce que une grosse partie de la critique du racial s'est faite sur la base de l'idée de la différence. Et nous avons laissé de côté la question de l'en commun, ou la question fanonienne de l'être humain comme les autres. Ni plus ni moins. Et donc, je crois que c'est important
si nous voulons que la question de la différence et donc de la frontière ne soit pas le dernier mot de l'humanité. Je termine. Certains d'entre nous sont engagés dans ce labeur, cette critique du racial, parce que nous sommes convaincus que le projet historique de l'espèce humaine, à savoir le mouvement vers la liberté, n'est pas encore arrivé à sa fin. Il n'est pas encore arrivé à sa fin parce que beaucoup sont encore sous l'emprise de ce principe qui est au fond un principe de contradiction radicale avec l'idée même du vivant. Merci beaucoup.